Alors bonsoir, chers membres Toastmasters et distingués invités. Alors là, juste pour que ce soit clair, je ne vais pas compter le nombre d'heures de tous les séminaires et les formations que j'ai faites. Évidemment, c'est une exagération, mais disons que j'ai passé beaucoup de temps sur les bancs d'école et à lire beaucoup de livres, et etc., etc. Donc, bref, ce que je vais vous parler ce soir, en gros, je vais vous raconter un peu mon histoire et je vais mettre la table avec ça pour, par la suite, vous parler d'un point. En gros, parce que j'ai juste 15 minutes, donc ça va aller assez vite. Et là, juste avant aussi, je vais vous dire un peu mon intention ce soir. Donc, oui, il y a de vous livrer un message, mais il y a aussi d'installer un climat de confiance pour tout le monde afin qu'à la fin, vous puissiez poser des questions. C'est ultra important pour moi, vraiment, que vous vous sentiez à l'aise à la toute fin. Il y aura une petite période de questions de 5 à 7 minutes. Et donc, je vous le dis tout de suite, soyez ultra à l'aise. Pensez-y pendant que je vais parler, si jamais il y a des trucs qui vous viennent à l'esprit, de le prendre en note, parce que je veux vraiment qu'à la fin, on puisse avoir cette petite conversation-là, si jamais il y a quoi que ce soit. Là, j'aimerais commencer par demander, parmi les invités ce soir, ou même si vous n'êtes pas invité, mais pour qui de parler en public, ça fait peur. Juste lever la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre transparence pour commencer. Merci beaucoup. Donc, soyez bien attentifs à ce que je vais vous raconter. Okay? Je suis sûr et certain que ça peut vous amener des bonnes informations, mais aussi une nouvelle perspective peut-être par rapport à cette crainte-là que vous pouvez avoir. Donc, mon histoire, tantôt Thierry l'a mentionné, à l'âge de 20 ans, il m'est arrivé quelque chose, mais on va reculer juste avant de parler de ça, on va reculer. Donc, je suis né en 1983, ça me fait 34 ans aujourd'hui. À l'âge de 6 ans, mes parents divorcent. Jusqu'à maintenant, tout va bien. À l'âge de 8 ans, c'est là où je vis un abus sexuel de la part de deux personnes dans ma famille. Donc, un homme et une femme. Et donc, à l'âge de 8 ans, en fait, tu n'es pas encore assez développé vraiment au niveau psychologiquement parlant pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, c'est assez normal. Pas normal, mais je veux dire, pour moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Par contre, c'est par la suite que là, tranquillement, s'est installé dans ma tête une espèce d'image. Et là, tantôt, Thierry a parlé d'une image vaut mille mots. Ça peut être aussi une histoire. On peut le voir aussi comme une histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'autrement dit, en grandissant, sans même en avoir parlé avec qui que ce soit, mais tout simplement en allant chercher des points de référence, en allant chercher des informations à l'extérieur. C'est construit dans ma tête, c'est développé en fait une espèce d'histoire à propos de moi-même, à propos de ma vie, où est-ce que je me mettais dans une situation qui était une situation en fait à péril. Et c'est ce qui m'a mené qu'à l'âge de 20 ans, je pensais m'enlever la vie. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé, la situation d'abus sexuel que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, j'y ai donné tellement d'amour, puis j'ai laissé tellement de place, mais en même temps, je me suis tellement flagellé, je me suis tellement dénigré et je me suis tellement fait mal à l'intérieur de moi que j'en étais rendu à l'âge de 20 ans où je ne voyais plus aucune raison de vivre. Pourquoi? Parce que j'avais juste mal. J'avais excessivement mal à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui s'est développé, en fait, pendant les années qui ont suivi, là, après l'âge de 8 ans? Toutes sortes de références comme qu'est-ce que c'est l'inceste? À l'âge de 8 ans, j'avais aucune idée c'était quoi. Et c'est une fois que tu apprends la notion de qu'est-ce qui est l'inceste, que là, encore une fois, sans même en avoir parlé à qui que ce soit, il s'est développé dans ma tête des espèces de liens. Vous savez, des fois, quand on fait des liens, il y a comme un déclic. Ah, OK, donc, inceste égale avoir une relation sexuelle avec... Non. Ah, OK, donc, j'ai fait de l'inceste. Et là, qu'est-ce que la société dit par rapport à l'inceste? Que c'est pas bon. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Le calcul se fait. 1 plus 1, ça fait 2. Je me dis, bon, ben ça y est, j'ai été victime de quelque chose qui n'est pas bon. Et donc là, encore une fois, le hamster se met à aller de plus en plus vite. Mais de plus en plus vite pour une bonne chose ou une mauvaise chose? Pas vraiment. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose qui est limitant que quelque chose qui est aidant pour moi. Okay? Par la suite, j'avais fait ça avec un gars et une fille. Quand on a 10-12 ans, on va reculer dans les années 90-95. Quand on est à l'école, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont gays? Comment on les perçoit? Comment ils sont marginalisés, ces gens-là? Donc là, je vous laisse vous imaginer, encore une fois, le calcul qui se fait dans ma tête, là, 1 plus 1.
j'ai fait ça avec un gars, donc je suis gay, donc tabarouette, je vais être marginalisé toute ma vie. On va m'identifier, on va rire de moi. Encore une fois, je vous rappelle, je n'avais pas parlé de ça à personne encore. Tout ça se passait dans ma tête. Tout se passait dans ma tête. Et donc, à l'âge de 19-20 ans environ, c'est là où est-ce que, par chance, j'ai parlé. J'ai fini par percer ce mur-là et en jaser avec quelqu'un afin de faire quoi? Juste élargir, en fait, mon champ de perspective puis me permettre de pouvoir avoir un autre point de vue sur ce qui m'était arrivé. Et donc, je n'ai pas passé à l'acte. Je n'ai pas commis l'irréparable, comme on dit. Par chance. Par chance. Puis pourtant, en fait, je vais faire une parenthèse même, juste pour vous dire, j'étais le gars qui avait le plus peur de la mort au monde. Donc, comment qu'un individu peut avoir aussi peur de la mort, mais vouloir le faire? Donc, je ne sais pas si vous voyez que dans nos peurs, souvent, il n'y a absolument rien de rationnel. Mais absolument rien de rationnel. Donc, ça m'amène à vous dire la chose suivante. 99,999% de nos problèmes, de nos peurs, sont créés par notre propre état d'esprit. La majorité, en fait, des problèmes. Autrement dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a, par contre? Il y a des systèmes de perception qui vont percevoir des situations, des événements, et qui vont les identifier comme étant des problèmes. Et à ça, je vais vous donner cet argument-là. Quelque chose qui peut être perçu comme étant un problème pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Exemple. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui a vécu un divorce. Oui? OK, good. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a vécu un divorce, puis il était comme... Hein? Good! Puis à l'inverse, quelqu'un qui vit un divorce aussi, on s'entend, c'est la même situation. Mais par contre, cette personne-là, démunie, démoralisée, défait, total. Pourtant, les deux personnes ont vécu absolument le même scénario, la même situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre ces deux personnes-là? C'est tout simplement la façon qu'ils ont interprété le message. Vous me suivez? Donc maintenant, comment en fait modifier cette façon-là qu'on a de percevoir la réalité? Parce qu'en fait, on va se dire, c'est pas la réalité. La réalité, c'est notre réalité. Puis est-ce que vous croyez que cette réalité-là se modifie? De poser la question, c'est d'y répondre. Évidemment que ça se modifie. Encore une fois, comment? Simplement par le discours qu'on a envers nous-mêmes. Notre discours interne. Donc, notre fameuse image, qui peut avoir 1000 mots et même plus. Mais quel mot qu'on va donner à cette image-là? Donc, comment modifier cette réalité-là? Première des choses, ça commence par nos croyances. Souvent, on en parle. En fait, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais nos croyances vont influencer tous nos comportements. Donc, Jimmy en a parlé un peu tantôt. Ça commence par, tantôt quand il parlait de leadership, il faut le vouloir, mais il faut y croire aussi. Il faut y croire qu'on peut être un bon leader. Si tu y crois, déjà, tu as un gros morceau, un gros ingrédient qui est là en place. Par la suite, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Là, vous allez me dire peut-être, ouais, mais pour passer à l'action, si tu as peur, comment tu fais pour passer à l'action? Ou des fois, les gens vont dire, je vais passer à l'action quand j'aurai plus confiance en moi. Comment on gagne la confiance en soi? C'est dans l'action. Le contraire de la confiance, en fait, c'est la peur et l'insécurité. Donc, si tu veux gagner en confiance, tu vas devoir passer par-dessus cette peur-là. Right? Et donc, ouais, désolé, des fois je glisse des anglicismes. Ça m'arrive, je ne suis pas dans mes mains. OK? Donc, c'est la croyance, par la suite, c'est de passer à l'action. Et là, c'est là que j'arrive à parler un peu de parler en public. Quel est souvent, il y a beaucoup de gens, on sait, hein, c'est répandu à travers la planète, parce que c'est la deuxième plus grande peur, c'est de parler en public. De quoi souvent les gens ont peur quand il vient le temps de parler en public? Et là, j'aimerais vous entendre là-dessus, si ça vous tente évidemment, juste de me dire un peu, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait peur? D'être jugé. D'avoir la perception négative des autres. La perception des autres, ensuite. J'essaie de se rendre ridicule.
D'avoir l'air ridicule, ouais, ça va un peu dans le même... De perdre la face. Ouais, Ouais, le fait de faire des erreurs. faire des erreurs. Donc, Je pense que tout le monde nous juge comme on se juge nous. exactement. Puis, vous voyez, merci. Qu'est-ce qui est la chose commune de tout ça, habituellement, c'est que tout ça se passe sans qu'une seule personne ait dit un seul mot. Hein, on va se mettre à parler devant un public, puis on va se dire « Ah, elle ne me regarde pas avec un sourire. Elle s'ennuie en ce moment, c'est pas ce que je dis. Hein, ah, lui, il a les bras croisés. Pas d'offense, mais ah, cette personne-là a les bras croisés, elle n'aime pas, elle est fermée. Hein, parce que c'est ce que la société aussi nous a appris, que quand quelqu'un nous regarde les bras fermés, il est fermé à ce qu'on dit. Il ne veut rien savoir. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? Donc, ça me dérange aucunement. Ça, c'est pour demain matin. Mais- De toute façon, on est l'autre. Mais non, vous voyez où je veux en venir, donc il faut élargir, comment on dit, il faut élargir son champ vraiment de perspective. Il faut revoir les significations qu'on accorde à ce qu'on voit. À ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent. Parce que sinon, on va rester continuellement dans ce pattern-là. Donc, ceux et celles ce soir qui disent avoir peur de parler en public, je vous en prie, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le parce que vous êtes beaucoup plus intéressant que vous pensez en fait ne pas l'être. Vous êtes beaucoup plus intéressant, vous avez tellement à dire. Puis de le vivre, de passer à l'action, juste le faire. Puis juste avoir la croyance de se dire, il n'y a pas personne qui va me juger, il n'y a personne qui juge. Ici, on pourrait en parler longtemps, il n'y a personne qui juge quand on vient ici. Puis ce qu'on vit ici, c'est pas juste ici que ça se passe. C'est comme ça dans la plupart des places. Ce que les gens démontrent comme non-verbal, on n'a pas à se fier à ça à 100%. Autant ici qu'à l'extérieur, autant au bureau que dans une cour d'école ou sur un comment on dit, un stage en français? Une estrade. Donc, c'est la même chose partout. Quelle est la signification que vous accordez à ce que vous voyez? Modifiez ça, et puis vous allez voir que tranquillement, la peur va s'en aller. Pourquoi? Parce que la confiance va grandir. Plus tu te mets dans l'action, plus souvent tu le fais. Pensez-vous que j'étais toujours à l'aise à parler devant les gens comme ça? Zéro. Zéro. J'étais le plus timide quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune à l'école. J'étais le plus terrifié. Je voulais rentrer dans le sous-sol. Je voulais disparaître à travers les murs. Pourquoi? Parce que j'avais les mêmes peurs que vous avez dit tantôt. Je me trouvais inintéressant. Je me trouvais plate. J'avais l'impression que j'étais ennuyant, etc. Puis je me répétais tellement ça, puis j'y croyais tellement que ça devenait ma réalité. Pas la réalité, mais la mienne. Et donc là, vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel on peut rentrer dans ce temps-là. Si tu crois à ça, que tu es plate, tu vas arriver devant le monde. Bon, ben c'est ça, bonsoir. Puis là, tu vas être plate. Puis là, les gens, ils vont te trouver plate. Là, tu vas sortir, tu vas te dire, ben, tu vois, je te l'avais dit, j'étais plate. Donc, autrement dit, essaie de voir qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas être plate. Mets ça en action, puis vas-y à 100%, puis ça va bien se passer. Donc, en conclusion, vous voulez améliorer votre qualité de vie, vous voulez passer plus à l'action, améliorer la façon que vous communiquez. Mais que vous communiquez non seulement avec les autres, mais avec qui d'abord et avant tout? Vous-même. Améliorez le discours que vous avez envers vous-même. Vous allez voir que la magie va s'opérer. Et absolument tout va changer. Merci beaucoup tout le monde. S'il vous plaît. Je veux seulement dire merci pour partager ça avec. Je sais que c'est pas quelque chose de facile de parler devant le mur. Qu'est-ce que était la motivation comment est-ce que tu as commencé de parler devant le monde? Est-ce que c'est rejoindre au Toastmasters ou c'était quelque chose d'autre? Comment est-ce que tu es capable de sortir de ton histoire secrète, Ouais. de venir, de parler avec tout le monde, avec confiance, c'était comme facile de parler ce soir? Super bonne question. Donc, comment ça s'est passé? C'est qu'à l'âge de 19 ans, justement, quand j'avais envie de m'enlever la vie, à ce moment-là, il est arrivé un déclic. J'ai lu un livre qui a transformé ma vie à ce moment-là, qui m'a fait passer du mode de victime à 100% responsable de qui on veut devenir.
Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à me bâtir, en fait, une vision de qui je voulais être. Et donc, dans cette vision-là idéale, moi, je me disais, bon, je me suis posé la question, ma vie de rêve, ma vie idéale, elle a l'air de quoi? Et donc, dans les descriptifs qui pouvaient s'y retrouver, ben, il y avait, entre autres, de parler devant les gens, de parler en public, de faire du cinéma, de la radio. Et donc, j'ai eu cette vision-là, et par la suite, je me suis intéressé à savoir, quelqu'un qui parle devant les gens, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique dans le fond? Qu'est-ce qu'il a comme attribut psychologique, comment on dit? Quel genre de niveau de leadership il a? Comment il salue les gens? Comment il se comporte? Comment il regarde les autres? Comment il parle? Et donc, je me suis mis à identifier tous ces descriptifs-là et à les appliquer. À les appliquer tranquillement dans ma vie. Donc, un à un. Donc, ça a vraiment commencé avec, pour répondre à ta question, ça a été une vision. Carrément, ça a été une vision. Puis, par la suite, ça a été juste de travailler ici sur l'état d'esprit pour passer sur ce mode-là de 100% responsable de qui je veux devenir et de m'intéresser aussi beaucoup aux autres, à ceux qui le font en fait, ceux qui font déjà ce que je fais pour aller leur parler afin d'élargir mon champ de référence justement, comme je disais tantôt, élargir le champ de perspective en posant des questions et en allant voir. Vous savez, le truc qui m'est arrivé là, de l'abus sexuel, qu'est-ce qui faisait aussi que j'avais autant mal, c'est que j'avais l'impression que j'étais le seul au monde qui avait vécu ça. La minute où tu réalises que tu n'es plus seul, qu'il y en a un paquet d'autres comme toi, ça permet de remettre vraiment les choses en perspective. Énormément. Vous savez que quand on se sent seul au monde, là, c'est plate en tabarouette. C'est plate, c'est sombre, c'est pas le fun. Donc, la minute où est-ce qu'on sent qu'on fait comme partie d'un groupe, d'une communauté, qu'on n'est pas tout seul là-dedans, ça change. Ça change tout. Quel est le titre de ce livre, Jean-Sébastien? C'est Victime des autres, bourreau de soi-même de Guy Corneau, défunt Guy Corneau, psychanalyste. Oui, vraiment. Je recommande à tout le monde, puis même si ça va bien dans vos vies, whatever, pas besoin de lire ça juste parce que ça va mal, c'est vraiment un bon livre. C'est un très bon livre, ça se lit super bien, à peu près 200 quelques pages, puis très puissant. Ouais. Connaissez-vous Guy Corneau? Oui? Ouais. Il est très fort. Très fort. Quand tu fais tes présentations, c'est quoi le message? Est-ce que tu as un même message ou ça s'adapte? J'adapte. Comme ce soir, vu que c'était Porto Vert Toastmaster, je me suis dit, je vais plugger être meilleur communicateur. Mais, bref. Mais en gros, le message de fond se ressemble. Le message de fond se ressemble d'une fois à l'autre. Je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est vraiment mon truc que j'ai travaillé très fort, que j'ai étudié énormément. Donc, l'intelligence émotionnelle et encore une fois, comme Jimmy en a parlé plus tôt, le leadership aussi, qui est venu avec plus de confiance, plus d'estime, prendre la parole en public. En fait, lui, il l'a très bien dit, c'est plus tu parles, plus tu apprends à t'exprimer, plus tu deviens un bon leader. J'ai une autre question. Okay. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes coach de vie, psychologue? Coach, oui. Personnellement, j'aime pas le terme de vie, mais je suis coach en optimisation de potentiel. Okay. Donc, j'ai étudié la programmation neurolinguistique à Montréal. J'en suis au niveau du maître praticien, donc c'est l'avant-dernier niveau. Qu'est-ce qu'on fait? En PNL? Justement, on apprend à voir comment les gens perçoivent l'information. Autrement dit, dans la programmation neurolinguistique, il y a le fait que chaque individu est programmé d'une façon. Il y a un système neurologique et le terme linguistique, c'est justement la façon qu'on communique avec les autres, mais avec soi-même. Donc, la façon qu'on se communique le monde. Donc, on s'intéresse vraiment à savoir comment Thierry voit le monde, comment Jimmy le voit, puis on regarde, il ne le voit pas, il n'y a pas personne ici qui voit le monde de la même façon. C'est ça qu'on regarde, donc quand on intervient avec des gens, quand on leur parle, on s'intéresse à savoir c'est quoi ta carte du monde. Comment tu vois la vie, parle-moi-en, puis ensuite de ça, on va arriver à débloquer, à savoir, mais voici, qu'est-ce que tu peux faire pour, si mettons la personne vient le voir pour dire, écoute, moi,
je veux quitter ma job, mais j'ai peur. On va aller chercher comment, pourquoi elle voit, comment dire, c'est quoi le discours qu'elle a, puis qu'est-ce qui fait qu'elle a peur, puis on va lui donner la solution pour foncer. Voilà. Hey, merci.